Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Myopie, amblyopie, astigmatisme ou encore strabisme. Dans le monde, 1 enfant sur 6 souffre de problèmes de vue. En Algérie aussi, les troubles visuels figurent parmi les pathologies les plus répandues. Selon une étude effectuée en milieu scolaire, 30% de nos enfants seraient concernés par ces défauts de vision. Quels sont donc ces troubles et à quel âge peut-on les déceler? Existe-t-il des facteurs de risque pour ces pathologies? Quelle est l'importance du diagnostic précoce? En quoi consiste la prise en charge? Et puis, ces troubles de la vision sont-ils réversibles? Pour nous aider justement à y voir plus clair, nous recevons ce soir une ophtalmologiste, Dr Amran Amel. Vous êtes maître assistant, je le rappelle, donc au CHU de Beblouet, ex-Mayo. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également avec nous Madame Nesrine Bensaïdi. Vous êtes notre témoin ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci donc de venir un peu nous raconter votre expérience avec vos 3 enfants, que je salue au passage, donc Lilia, Malik et Elias. Les 3 portent des lunettes. Dites-nous un peu quel est le problème de vos enfants et à quel âge vous avez consulté pour la première fois. Donc mes 3 enfants portent des lunettes et j'ai en fait détecté le problème à des âges différents. Ils ont des pathologies différentes. Concernant ma fille aînée Lilia, qui est maintenant âgée de 12 ans et demi. Elle est astigmate. Voilà, elle est myope astigmate et j'ai soulevé le problème, c'est-à-dire à 8 ans, voilà, à l'âge de 8 ans. Elle était, je crois, en 3e année. Primaire. Voilà, 3e année primaire. Donc elle est venue en me disant maman, j'ai du mal à regarder le tableau, j'ai du mal à recopier du tableau. Et à ce moment-là, je l'ai emmenée chez un ophtalmologiste qui lui a prescrit une correction. Et à ce moment-là, C'était important finalement? Oui, assez important. En fait, l'ophtalmologiste nous a annoncé que notre fille est en fait myope astigmate. Et dès lors où il nous a annoncé, c'est-à-dire son problème, nous avons commencé la prise en charge. Pour les 2 autres, comment ça s'est passé? Concernant les 2 autres, le deuxième, Elias, il a un tout autre problème. Il est aussi astigmate, mais il est hypermétrope avec un strabisme associé. Donc à l'âge de 4 ans, Elias revenait de la garderie avec des maux de tête. Il se plaignait de maux de tête et je n'ai à aucun moment pensé que c'était lié à un problème de visuel ou de vue. Donc je l'ai tout de suite, je me suis inquiétée en fait. Je l'ai accompagné chez le pédiatre. Le pédiatre a décidé d'explorer d'abord les yeux. Nous a demandé, il a tout de suite pensé en fait à un problème de vision. De vision, elle nous a demandé de l'emmener chez un ophtalmologiste et c'est ce que nous avons fait. Et c'était très difficile parce qu'il était petit, il avait 4 ans, il ne parlait pas bien, il ne s'exprimait pas bien. Donc c'était très difficile, notamment lors de l'acuité, c'est-à-dire pour détecter... On va en parler justement des consultations. Pour le troisième, pour le dernier qui est Malik, maintenant il a 7 ans et ça fait 2 ans qu'il porte des lunettes. Il est aussi myope astigmate et c'est aussi l'école. Son écriture, Malik, en fait, il écrivait trop grand et il se mettait trop près de la télé. Oui. Voilà. Donc on l'a automatiquement emmené chez... À part le deuxième enfant, les 2 autres, vous les avez détectés quand même à un âge assez avancé. Donc c'était l'école. Ils étaient déjà scolarisés. C'était l'école qui a... Voilà. Est-ce que c'est fréquent justement, docteur Amran, de ne pas pouvoir détecter que nos enfants ont des troubles visuels? C'est fréquent de ne le savoir qu'une fois scolarisés? C'est très difficile de remarquer que nos enfants souffrent de problèmes d'acuité visuelle s'ils sont plus jeunes, je veux dire? En fait, non. Pour pouvoir détecter, il faut... Donc, en moindre signe, en moindre soupçon, il faut emmener en consultation ophtalmologique pour se faire. Quels sont les signes justement qui peuvent nous alerter? Ben oui, les signes déjà, bon, c'est selon l'âge. Maintenant, si on est face à un bébé, donc qui n'est pas encore en mesure de s'exprimer, donc un bébé, là, il faudra voir le comportement visuel de ce bébé et l'évolution de son développement visuel. Donc, un bébé qui a une errance du regard. Des signes physiques déjà au niveau des yeux, par exemple? Bien évidemment. Il y a justement quand il y a un œil qui, plutôt un bébé qui louche
louche déjà. Bon, là, c'est le premier signe. On a tendance à dire que c'est physiologique, peut-être, on va dire. Alors, un certain âge, au départ, pardon, donc là, vous avez jusqu'à l'âge de 3 mois, il se peut... 3 mois ou 6 mois? Parce qu'en fait, jusqu'à l'âge de 3 mois, les 2 yeux ne sont pas coordonnés. C'est-à-dire il peut y avoir, on peut avoir donc un strabisme qui est intermittent, il ne serait pas vraiment inquiétant. Par contre, s'il est constant, là il faut absolument... À quel moment il faut commencer à s'inquiéter justement s'il y a un enfant a un strabisme, un bébé? Je parle d'un bébé. Non. À quel âge? À partir de quel âge? Quand on remarque que son enfant louche, là il faut consulter. Donc, surtout si ce strabisme-là est constant. Donc là, parce que ça pourrait cacher une anomalie, un problème organique. Et plus, donc, la hantise, c'est que ce soit aussi une tumeur maligne de la rétine. Du cerveau. Je suis obligée de le dire, parce que là, oui, parce que le strabisme, ça pourrait cacher ça. Et donc, l'anomalie organique est la première à éliminer devant un œil qui louche. D'accord? Donc, pour ce qui est donc, voilà, là, je préfère... Du strabisme, oui. En fait, aussi... Pour vous, Céline, je pense que c'était aussi... oui. Moi, peut-être pas tout petit. En fait, Elias, il se plaignait de maux de tête. En fait, au niveau du banc, c'était en bandeau. Et il me disait... Mais ça, à partir de quel âge? 3 ans et demi, 4 ans. Hein. Oui. Mais pour Lilia, je me souviens... une fois, elle a pris des photos d'identité. Elle était petite. Très bien. Elle avait peut-être 2 ans. Et j'ai remarqué qu'elle avait un œil un peu décalé par rapport à... Elle avait un œil qui convergeait. Oui, elle avait un œil... et là, j'ai remarqué et tout. Mais après, on m'a dit qu'elle était petite. Et donc, je pense que si j'avais pris... Il y a un autre symptôme peut-être qu'il faudrait rappeler. C'est justement les enfants qui... Peut-être à partir de 2 ans, c'est des enfants qui vont se rapprocher de la télé. De la télé, aussi, oui. beaucoup de signes. Les enfants aussi, justement, les signes, il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes qui interpellent en fait les parents. C'est un signe alarmant. Il faut emmener en consultation pour d'abord éliminer une anomalie organique, mais il y a aussi d'autres signes. Il y a parfois un reflet blanc au niveau des yeux. Là aussi, ça pourrait signer une cataracte. Il faut s'inquiéter. Là, c'est la consultation immédiate. Donc, une cataracte qui relève d'un traitement chirurgical urgent. Des yeux, est-ce que ça doit nous inquiéter? Bon, les enfants tout ça, c'est des des anomalies organiques. Ensuite, les signes qui devraient nous alerter et donc nous faire suspecter une anomalie fonctionnelle, un trouble réfractif comme la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme. Donc là, ce sont donc des enfants donc qui se rapprochent. Si on est devant donc un grand enfant, un enfant qui se rapproche trop de la télé, qui quand il écrit, il rapproche trop son cahier. Vous avez aussi des torticolis, des signes, des attitudes vicieuses de la tête, c'est-à-dire pour observer un objet face à lui, alors il est obligé de pivoter sa tête, là aussi, c'est un signe qui devrait alerter. Ça, c'est un signe très On a aussi d'autres signes, hein, il y en a beaucoup, mais c'est-à-dire il faut savoir observer son enfant et au moindre doute, donc, l'emmener à... Je pense qu'on a compris. Je vous propose justement de regarder un reportage, peut-être de voir plus concrètement à quoi ressemble un dépistage chez l'enfant. Voyez ce reportage signé Farida Benmouslim. Bravo! De nos jours, il existe un nombre assez élevé d'enfants qui connaissent un problème de vue, ce qui doit inciter les parents à être vigilants et à consulter chez un spécialiste. On considère qu'il y a 19 millions d'enfants qui sont touchés par ces problèmes de déficience visuelle et la cause principale de ces déficiences visuelles est réversible ou évitable, à savoir que ce sont ce qu'on appelle des troubles réfractifs. Bien évidemment, le dépistage précoce de ces anomalies, bien évidemment, va nous conduire à diagnostiquer très tôt ces anomalies, à les traiter très, très tôt et à éviter des complications pour l'âge adulte. Mon problème, je vois de loin, mais je vois de près. Je suis venue pour faire un contrôle chez l'ophtalmologue. Habituellement, les troubles de la vision chez l'enfant se présentent souvent sous forme d'erreurs de réfraction. Je parle de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme. Ces troubles de vision provoquent en général l'apparition de certains signes, ce qui attire l'attention des parents, mais aussi du médecin, qui fera un diagnostic approprié et prendra en charge.
chez le tout petit bébé qui ne sait pas s'exprimer encore, c'est plutôt l'observation de la maman de son enfant qui va attirer son attention sur certaines choses. En effet, il y a d'abord une maman qui a des enfants qui sont déjà qui présentent des troubles de la vision de type myopie, hypermétropie ou astigmatisme. Il est bien évident qu'il y a ce qu'on appelle le caractère familial de ces anomalies visuelles. Si par rapport à son frère, كان مريض donc quand nous avons une consultation juste pour voir. Ça veut dire quel مريض? Il avait un problème, il porte des lunettes, donc quand on chauffe même c'est héréditaire ou quelque chose. D'accord. Donc et il a un problème. Pour assurer une bonne vision à votre enfant, faites vérifier sa vue périodiquement, car plus tôt corrigé, mieux c'est. Alors on a vu un peu le dépistage chez les enfants, on a vu également certains facteurs de risque, mais avant de revenir sur ça, peut-être rappeler ce que définir ce genre de trou. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Alors, en commençant peut-être par la myopie et l'astigmatisme qui sont les plus fréquents. Oui, en effet. En fait, l'hypermétropie, elle est beaucoup plus fréquente chez l'enfant. Donc, à commencer donc par l'hypermétropie, c'est l'inverse de la myopie, c'est ça? Oui, c'est le phénomène inverse. Donc, vous avez la myopie, un œil myope, c'est un œil qui est trop long. Donc, la personne myope, elle voit flou de loin. Alors, ça se fait parce que l'image que l'on observe, elle se forme, donc c'est une sorte de mise au point. La mise au point ne se fait pas bien. L'image n'est pas projetée sur la rétine, elle est projetée donc en avant parce que l'œil est trop long, et de là donc on aura une image floue. Pour l'hypermétropie, c'est tout à fait l'inverse, donc c'est un œil trop court, et de là l'image elle va se former en arrière de la rétine. Donc l'enfant qui est hypermétrope va se forcer à voir parce qu'il a une difficulté de voir de près. Donc il accommode trop, il se force à voir, et de là les céphalies qu'elle a citées tout à l'heure justement, son enfant de 4 ans qui était fatigué en fin de journée. En fin de journée, l'œil fatigué, maux de tête. Parce qu'il y a la sollicitation, il s'efforce à voir de près. C'est pour ça que les céphalées, c'est un signe aussi à prendre en considération. Voilà. Donc, et pour l'astigmatisme, donc, c'est plutôt donc, une image qui est déformée. Les enfants ont tendance à par exemple, une balle de tennis, on va la voir comme une balle de rugby. En fait, c'est l'irrégularité de la cornée qui donne une image qui est déformée. En fait, il faut dire que tous ces troubles concernent la cornée. C'est une malformation. Soit elle est trop bombée, soit elle est... la cornée uniquement, mais les troubles réfractaires. De réfraction, ça concerne la cornée. Pratiquement, oui. Si à part le strabisme, le strabisme, c'est autre chose. Non, le strabisme, c'est tout à fait autre chose. Le strabisme et l'amblyopie. Voilà. Le strabisme, donc c'est quoi? C'est le défaut de parallélisme des axes visuels. Donc c'est l'axe qui est complètement dévié par rapport à son axe normal. Et bon, il y a le préjudice esthétique, mais il n'y a pas que ça. Le plus grave et la principale préoccupation, c'est l'anomalie fonctionnelle que ça engendre et qui est l'amblyopie. C'est ça. Ce qu'on dit donc communément, l'œil paresseux. Ce qu'on explique aux parents justement, c'est un œil fainéant c'est-à-dire il a une insuffisance visuelle, et l'amblyopie elle est en général la plus fréquente, elle est unilatérale, c'est-à-dire elle touche uniquement un œil, et c'est là la gravité, parce qu'en fait le bon œil prend le dessus, et donc le cerveau va, parce qu'en fait l'image l'acquisition se fait par l'œil, mais le traitement se fait au niveau du cerveau, donc le cerveau il va privilégier l'image qui vient du bon œil, et il va finir par ignorer l'œil faible. Mais si on n'agit pas à temps, c'est-à-dire lors de la maturité du système visuel qui est donc limité, on est limité dans le temps. Si on n'agit pas et on ne corrige pas le trouble durant cette période, ce sera trop. C'est-à-dire avant 5 ans, c'est ça? En fait, la maturité du cerveau, du système visuel, elle est très rapide les 4 premières années, mais elle peut s'étaler jusqu'à l'âge de 6 ans, voire 9-10 ans. Mais bon, on se bat à récupérer une certaine vision au-delà de 6 ans, parce qu'en fait, c'est à 6 ans. On va y revenir tout de suite. On va juste voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission. On va revenir justement pour parler de cet aspect unilatéral. Santé Mag vous est présenté par Saïda. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors on parlait justement à l'instant, on disait que ce caractère peut être unilatéral de problème de la vision quand ça touche un seul œil. C'est d'autant plus grave parce qu'on peut passer à côté justement. Absolument, c'est ça. La gravité, c'est quand c'est unilatéral parce que l'enfant ne se rend pas compte, parce qu'il voit bien de l'autre œil, donc il ne se rend pas compte, et l'œil amblyope va le rester si on ne fait pas le dépistage. En revanche, si on agit, si on dépiste, donc on traite, on agit vite, on aura une réponse de grandes chances de récupérer une vision normale. Oui, justement, ce qui nous amène à parler justement de prévention. Nous n'avons pas malheureusement cette culture de prévention chez nous. On fait très rarement des contrôles de santé
anodin quand on n'est pas malade ou quand on ne souffre pas d'un problème de santé. À quel moment peut-on dépister aujourd'hui un enfant? Est-ce qu'on peut le faire dès les premiers mois de la vie d'un bébé, par exemple? Bah oui, il faut savoir que... Est-ce qu'on a les moyens déjà? Est-ce qu'on a les moyens? Les moyens sont simples pour dépister, oui. En fait, il n'y a pas d'âge minimum pour consulter. Donc il n'y a pas d'âge minimum pour emmener son enfant consulter. D'autant plus s'il y a des facteurs de risque. Maintenant, les facteurs de risque, justement, c'est très important à connaître, notamment la prématurité. Un enfant qui naît prématurément, il est sujet à faire beaucoup d'anomalies. Donc il faut seul le dépistage, donc l'examen ophtalmologique pourrait détecter. Donc vous conseillez de faire ce dépistage à quel âge déjà? Alors, je vous ai dit pour ce qui est des facteurs quand il y a facteurs de risque. Donc, prématurité, petit poids de naissance, infection maternelle contractée lors de la grossesse, par exemple une toxoplasmose, une rubéole. Quand vous avez aussi, et surtout d'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, quand il y a antécédents familiaux de strabisme, là encore, parce que le facteur héréditaire, oui. Alors, quand il y a des troubles réfractifs chez la maman, c'est dans tous les troubles ou uniquement, parce qu'on parle beaucoup de myopie, généralement on dit quand les parents sont myopes, par exemple, les enfants vont être myopes, mais ça concerne tous les troubles de la réfraction. Oui, en effet. D'accord. Surtout le strabisme, je vous ai dit. Et les troubles réfractifs, oui, quand il y a des parents qui sont myopes, astigmates. Oui, le père est myope, astigmate et je suis moi-même voilà, justement, oui. Et donc justement, vous avez eu votre enfant, le premier qui a présenté des troubles. À l'âge de 8 ans. Là, il faut donc, normalement, les frères et sœurs devraient bénéficier d'un examen systématique. En fait, ça peut-être qu'il faut le dire aux téléspectateurs, c'est que dès qu'on a un premier enfant qui a déjà un trouble de la vision, il faudrait systématiquement penser à faire des dépistages pour les autres. Mais je pense que c'est pas automatique. C'est pas automatique que... Non, en fait, par prévention, on parle de prévention. Et donc, pour dire que tout enfant doit bénéficier d'être dépistage. Mais d'autant dire que lorsqu'on a un facteur de risque. Oui, mais tout enfant a ce qu'on appelle le droit à la vie. Donc, il ne faut pas passer à côté et laisser s'installer un problème comme l'amblyopie qui serait trop tard après de régler. En quoi consiste un dépistage, justement, puisque vous disiez à l'instant que ce n'est pas compliqué. En quoi consiste un dépistage chez un tout petit? On va faire quoi? Un fond d'œil? On va faire quoi? Donc là, vous parlez quand il arrive chez l'ophtalmo. Bon, avant l'ophtalmo, je vous ai dit, il faut observer son enfant. Il y a des signes qui devraient alerter. Donc un enfant qui chute, qui tombe, qui se cogne et tout. Oui, pour le dépistage, là, bien sûr. Donc vous avez déjà... Le rôle du pédiatre, il est primordial. Donc, le pédiatre, il nous aide beaucoup, il nous oriente. Donc, les enfants en consultation, quand il remarque chez les tout-petits qu'il y a un problème, donc ça a été déjà le cas aussi pour vous. Explorer d'abord. Voilà, quand il y a des céphalées, on pense justement. Parce qu'après avoir un enfant de 4 ans qui se plaint de maux de tête, c'est assez inquiétant. Il y a aussi donc les réflexes déjà, l'enfant tout petit, le bébé, donc il y a des réflexes qui ne sont pas encore acquis et c'est le pédiatre qui se rend compte dans ce cas. Il y a aussi, donc, et une fois arrivé chez l'ophtalmo, c'est tout un examen. Donc il y a des tests. Est-ce qu'on fait un fond d'œil par exemple pour un bébé? Est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr qu'on le fait. On doit le faire, oui. D'accord. On le fait. Donc maintenant, après une dilatation, bien sûr. C'est toujours compliqué de mettre des gouttes quand même pour un bébé, c'est pour ça que je pose la question. Non, j'avoue que c'est un peu plus difficile chez les tout petits. Parfois, on est amené même à faire un examen sous anesthésie générale dans certaines conditions, pas dans toutes les... Voilà. Mais non, un examen ophtalmologique devrait comporter donc un fond d'œil, l'évaluation de la vision. Et bien sûr, l'évaluation de la vision, c'est selon l'âge de l'enfant. On avait vu tout à l'heure dans le reportage l'autoréfractomètre, c'est ça? Oui, il y a l'autoréfractomètre automatisé qui nous donne la réfraction de l'enfant après donc cycloplégie. Et donc, nous avons quand même pas mal une simple lumineuse. C'est pas compliqué, voilà, en finalité. Oui, donc c'est pour ça que je dis il faut... C'est pour encourager en fait les gens qui nous regardent. Justement, pour vous, vous disiez qu'à chaque moment, ça a été... à chaque fois, c'était difficile. En fait, les visites chez l'ophtalmologiste... Parce qu'on n'a pas, vous déplorez particulièrement... Je déplore aussi le fait qu'il n'y ait pas d'ophtalmologiste spécialisé en pédiatrie. Donc, avec Elias, je parle d'Elias qui avait 4 ans, il avait du mal à parler et à s'exprimer, donc c'était très difficile lors de l'acuité. Il bougeait beaucoup, c'était très difficile de le maintenir en place. Il y avait beaucoup de... Non, par rapport à ça, beaucoup de façon, tout ophtalmologiste est habitué. On va passer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va passer à la prise en charge. En quoi consiste en fait la prise en charge de ces troubles oculaires? Alors, puisqu'on parle des troubles les plus fréquents, c'est les troubles réfractifs, donc c'est un système optique, donc il faut
ajuster avec une correction. C'est une paire de lunettes. Voilà, une paire de lunettes corrigée selon donc, le trouble, selon l'anomalie réfractive. Maintenant, si on est dans l'amblyopie déjà installée, ou l'œil paresseux, oui, ou alors quand on est devant donc, un strabisme, là, il ne suffit pas de mettre la paire de lunettes, mais il faut savoir que ce n'est que le début d'une longue marche. Donc, mettre les lunettes, mais commencer immédiatement la rééducation. La rééducation, donc prévenir. Pour prévenir. Bon, la rééducation, c'est quoi? Elle consiste à cacher le bon œil pour pouvoir stimuler l'œil qui était jusque-là amblyope, pour stimuler. Donc on va cacher l'œil qui voit bien. Voilà, l'œil qui voit bien pour permettre donc le développement visuel à l'œil, de l'œil féminin. Voilà. C'était le cas aussi pour vous, ça a marché. Je pense que vous avez utilisé les occlusions oculaires. Oui, pour les 3. C'était 1 heure après l'école. Quand il revenait de l'école, l'ophtalmologiste m'a dit donc 1 heure. C'était à quel âge? Lydia, c'était vers 8-9 ans, Elias 4 ans et l'autre, c'était vers 6 ans. Voilà. D'accord. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est important de le faire précocement, justement? À quel point c'est important de commencer justement cette rééducation et cette prise en charge précocement? Justement, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la phase de critique sensible de maturité du cerveau. Qu'une fois dépassée, donc, si on ne traite pas le problème durant cette phase, il y a l'amblyopie qui s'installe. Et donc, il est important de traiter avant pour que la récupération soit optimale. Donc voilà, j'espère que... Quels sont les risques, justement, pour terminer, quels sont les risques, c'est pas pour faire peur, mais peut-être pour inciter les gens à penser à un dépistage et à penser réellement à faire une bonne prise en charge, parce qu'on a tendance parfois à négliger cette partie, par exemple, de rééducation. Alors, quels sont les risques, justement, d'une mauvaise prise en charge? Alors oui, donc si on prive l'enfant alors que d'un traitement qui est accessible, ce serait dommage, d'autant plus si on est devant un déficit ou une anomalie réfractive unilatérale ou un strabisme. Là encore, il ne suffit pas donc de détecter, de dépister, il faut traiter. Si l'on ne traite pas, on va priver l'enfant d'une bonne vision et on va le priver de son droit qui est le droit à la vision et surtout, en matière d'amblyopie, donc le déficit visuel, si on dépasse la phase, les premières années de la vie, si on dépasse cet âge-là, même si on corrige après, on n'aura pas le gain, la récupération visuelle optimale. Est-ce qu'il y a risque de cécité? Non, il n'y a pas de risque de cécité si on est dans les troubles réfractifs et dans le strabisme, d'accord? Par contre, les anomalies organiques, c'est tout autre chose. Là, il faut un dépistage, un examen ophtalmologique, parce que oui, il y a ce risque de cécité dans le glaucome congénital ou dans la cataracte, oui. Mais pas dans ce type. Mais pas dans ce type, mais c'est-à-dire que le déficit visuel va rester comme tel. S'il voit 1 sur 10, il va rester à 1 sur 10. Il peut se dégrader davantage. Oui. En fait, en général... c'est pas la dégradation, mais c'est le fait d'avoir le 1 sur 10, c'est une acquisition, c'est bon, c'est acquis. Il ne va pas se dégrader si on est dans les troubles réfractifs uniquement, d'accord? Donc ça sera juste, c'est-à-dire on va condamner cet œil à rester déficient en matière de vision, voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez également revoir nos émissions sur la page YouTube de Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Santé Mag vous est présenté par Saïda.